Bonsoir à toutes et à tous. Je suis François Langlais, journaliste à France 2 RTL, et c'est moi qui ai la charge d'être le modérateur pour cette session qui, vous le savez, est consacrée au scénario pour l'énergie demain. Le futur est réputé imprévisible et pourtant ça n'est pas tout à fait vrai parce que vous le savez aussi, il y a souvent des petits morceaux d'avenir qui se logent dans le présent et qui sont accessibles justement aux yeux exercés. Parce que le futur, c'est pas un météore qui tombe dans le jardin, c'est souvent la résultante de forces qui mettent des années, des décennies quelquefois, à s'exprimer, à se révéler, à monter en puissance. Et c'est plus le cas encore pour l'énergie qui est le domaine du temps long. C'est donc ce qu'on va essayer de faire avec nos intervenants aujourd'hui, d'explorer, de distinguer d'abord ces petits morceaux de futur qui sont dans le présent et puis de les comprendre. C'est d'autant plus important à faire que l'histoire de l'énergie se confond avec celle du capitalisme. Au fond, le capitalisme est né avec l'invention de l'énergie. Et d'ailleurs, quand on regarde la courbe du PIB mondial, vous savez, il y a un économiste qui a fait ça, qui s'appelle Angus Madison, qui a reconstitué le PIB du monde entier depuis l'an 1000, c'est-à-dire sur un millénaire. Il a mis d'ailleurs toute sa vie, il est mort très vieux, et à partir de différentes données. Et on voit très bien que la croissance est quasiment plate de l'an 1000 jusqu'à 1730, 1750, au moment où l'énergie est inventée, est utilisée et a servi en quelque sorte à l'économie. Et c'est vrai que depuis, on a connu une extraordinaire ascension, qu'elle a apporté des dividendes très importants, mais aussi des déprédations sur l'environnement. Au point que certains pronostiquent le retour pour les années qui viennent à cette croissance plate qui était la nôtre pendant les premiers siècles de notre histoire. La croissance n'aurait été qu'une parenthèse. Quelles énergies pour demain? Quel mode de production? Au fond, quel système allons-nous connaître? La science nous réserve-t-elle des surprises en matière d'énergie? Ce sont les questions qui vont nous occuper pendant cette session. Je vous propose qu'on accueille tout de suite nos intervenants et je vais tout d'abord appeler un explorateur, un aventurier de l'extrême qui ne perd jamais le nord parce qu'il vit au pôle Nord où quasiment il y a fait de nombreux séjours et vous le savez, il a même été à pied là, et depuis, par différents modes de transport, il s'y rend, il l'observe, il l'étudie. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Etienne. Salut Jean-Louis. Prenez place à l'extrémité si vous voulez bien. Ici si vous voulez, parfait. On va accueillir ensuite, justement, l'un de ces hommes qui est habitué à observer le présent en regardant ce qui se prépare. C'est un scientifique, c'est un prospectiviste. Il connaît mieux l'avenir que n'importe lequel d'entre nous parce qu'il y habite presque et depuis longtemps. Je vous demande d'accueillir Joël de René. Bienvenue Joël. Si vous voulez bien vous mettre à l'extrémité. Et nous allons accueillir enfin un grand patron. C'est le patron du plus grand énergéticien mondial. Il est français, c'est EDF. Je vous demande d'accueillir Jean-Bernard Lévy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous connaissez la façon dont fonctionnent ces débats. Je vais poser une question à chacun de nos intervenants. Ils vont y répondre en 4 minutes pour poser un peu les enjeux. Après cela, nous écouterons les questions des étudiants. Elles ont été soigneusement peaufinées. Elles sont très intéressantes, très anglais. Je pense qu'elles vont nous faire progresser dans la compréhension du sujet. Et puis nous prendrons ensuite vos questions. Des micros circuleront dans la salle et on vous attend bien sûr sur tous les sujets qui vous préoccupent pour interpeller nos intervenants. Jean-Louis, je me tourne tout d'abord vers vous. Avant même d'entrer justement dans le monde de l'énergie, j'aurais aimé que vous nous donniez des nouvelles du pôle, au fond, que vous situiez les enjeux de ce débat et avec votre diagnostic sur l'état des pôles que vous connaissez mieux que quiconque. Alors, bonjour tout le monde. Je fréquente les pôles depuis effectivement 1979, ma première expédition polaire, donc j'y reviens fréquemment. Il y a une chose que l'on voit et que l'on sait effectivement, c'est la fonte de la banquise du pôle Nord. Donc le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé qui est recouvert par une couche de glace qui est relativement fine par rapport à la profondeur de l'océan, qui faisait en 1986 entre 1,80 m et 2 mètres d'épaisseur,
qui fait aujourd'hui entre 1,20 m et 1,40 m d'épaisseur. Ça dépend, donc elle se réduit en épaisseur. Et vous voyez tous les ans, à la fin de l'été, les images satellites qui nous montrent effectivement que sa surface régresse. Donc ça, c'est une réalité que l'on peut voir quand on fréquente la banquise, parce que ce qu'on appelle les crêtes de compression, ce sont des plaques qui rentrent en collision comme ça, qui dressent des murs de glace. En 86, ils faisaient 4 ou 5, 6 mètres de hauteur. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus bas. Donc cette banquise s'amenuise. Ce qui disparaît, c'est la glace pluriannuelle, puisque la banquise se reformera tout le temps. À l'heure actuelle, donc c'est la nuit polaire, elle se reforme. Donc il y aura toujours de la banquise, mais la glace pluriannuelle disparaît. Ça, c'est au pôle Nord. En Antarctique, j'ai traversé ce continent en 89-90, et les 600 premiers kilomètres qui étaient sur une plateforme de glace. Les plateformes de glace, ce sont des glaciers qui descendent vers la mer et qui flottent sur l'océan. Et les 600 premiers kilomètres ont disparu en 2000 et en 2002. Donc ça, c'est de l'histoire vécue. Deuxième chose, c'est une image qui me vient pour situer c'est une image que m'a montrée il n'y a pas très longtemps Jean-François Clairvoy, qui est un de nos spationautes qui a séjourné dans la station, et il nous a montré une photo de la Terre qu'il avait prise du ciel. Et à un moment donné, on voit un trait bleu à la surface de la Terre, très très fin. Et ça, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est très très fin. C'est on va dire une toile de cellophane tendue autour d'une énorme citrouille. Imaginez que vous partez du centre de la Terre, vous faites 6500 km, vous arrivez au bout, les 15 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. C'est rien, c'est très ténu. Ceux qui avaient le sentiment qu'on pouvait envoyer de tout dans l'espace se trompent, ça reste là, bloqué dans les 15 premiers kilomètres. Et troisième chose, un chiffre, 0,8 degrés en un siècle. C'est la température moyenne, c'est l'échauffement de la température moyenne à la surface de la planète. 0,8 degrés. Ce n'est pas perceptible. C'est une mesure scientifique. On ne peut pas percevoir un réchauffement moyen de 0,8 degrés. Donc tous ces éléments-là, si vous voulez, font que ce sentiment que l'atmosphère est immense, c'est cette difficulté à faire comprendre que 0,8 degrés, c'est déjà beaucoup. C'est difficile à faire comprendre parce que de quoi parlent deux personnes qui se rencontrent le matin en allant acheter la baguette de pain? Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Ce sont les deux mamelles de la conversation populaire, la santé et la météo. Donc s'il fait chaud en période de canicule, ils ont bien raison, ça se réchauffe. Mais si c'est un hiver très froid, ils se disent, ils nous racontent des carabistouilles. C'est pas, voilà. Donc c'est extrêmement difficile à faire passer cette notion de changement climatique à l'œuvre à l'heure actuelle. 0,8 degrés en un siècle, ce qu'on appelle en médecine une fébricule, une petite fièvre. En général, on dit qu'il va falloir s'en occuper. Puis on traîne, il va falloir s'en occuper, on traîne. C'est ce qu'on fait avec la Terre aujourd'hui. Elle a 37,8. Et en général, on s'occupe de sa santé aux premières complications. Et la Terre, elle en est là aujourd'hui, elle connaît ses premières complications, ses étendues de sécheresse, l'intensité des cyclones et la multiplication en même temps, ces inondations importantes. Tout ça, ce sont les premiers signes de la complication du changement climatique. Et compte tenu de l'inertie de la machine, il est temps de se mettre en œuvre dès aujourd'hui. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc quand on parle d'urgence par rapport à quelque chose qui est immense dans le temps et dans l'étendue, vu cette inertie, il est fondamental de prendre des mesures d'une manière très urgente. Merci Jean-Louis, merci à vous pour ces carnets de route en forme de diagnostic avec bien sûr l'urgence que vous avez décrite. Joël de René, je me tourne vers vous. Je l'ai dit, vous êtes scientifique, vous êtes prospectiviste. Et d'ailleurs, vous l'êtes depuis longtemps. Il y a 40 ans, vous aviez écrit un livre qui s'appelait Macroscope, où vous aviez anticipé et prévu un certain nombre de choses qui font partie de notre vie quotidienne aujourd'hui, l'Internet, les biotechnologies. Macroscope, c'est le contraire du microscope. Aujourd'hui, si vous reprenez votre macroscope, qu'est-ce que vous voyez pour les décennies qui s'ouvrent? Alors, je vais vous prendre au mot. On va parler de 2050. 40 ans, ce serait 2055. Mais parlons de 2050, mais surtout comment en 2020, 2030, 2040, on arrive là où ce que je vais vous dire. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas de la science-fiction. C'est fondé sur des études internationales auxquelles nous avons accès, des études internationales qui disent, beaucoup d'entre elles, que le 100% en énergie renouvelable pour des villes et pour des pays sera possible en 2050, avec croissance, création d'emplois. Et pour l'éclairer, justement, ce surf vers l'avenir, je vais vous donner 3 coups de projecteur et un message d'espoir à la fin.
Le premier coup de projecteur, c'est sur les villes. Se sont réunis à Paris hier, à l'hôtel de ville, 1000 maires de grandes villes internationales. Leur vision, c'est le cap 100% énergie renouvelable en 2050. Beaucoup d'entre elles, déjà, pensent à 2035, comme Copenhague, San Francisco, Stockholm, Sydney, San Diego. Des villes qui pensent qu'en 2035, 2040, 2050 pour d'autres, seront 100% en énergie renouvelable, produiront leur électricité 100% par les énergies renouvelables et auront des transports et du chauffage ou de la clim par les énergies renouvelables. Le second coup de projecteur, c'est la question de comment ils vont faire. Comment des pays qui sont déjà à 20 ou 30% et qui veulent arriver à 50% et même à plus en 2050, comment ils font? Comment ils vont faire? Ce qu'ils font est déjà en cours, comme le montrent de nombreuses études, je l'ai dit, dans le monde. La clé, c'est ce que j'appellerais les 3 E plus le mix. 3 E, c'est pour se souvenir de énergie renouvelable, économie d'énergie, efficacité énergétique. Et le mix veut dire que les énergies renouvelables alternatives, comme le soleil et le vent, il y en a ou il n'y en a pas, doivent être combinées à des ressources permanentes qui sont l'hydroélectricité, la biomasse, voire la géothermie. Mais ceci ne fonctionne que si cette électricité peut être diffusée en continu pour les besoins des entreprises et des particuliers. Et ce continu, ce qui peut l'assurer, c'est ce qu'on appelle un réseau intelligent de distribution d'électricité, en anglais des smart grids, qui petit à petit s'interconnectent entre elles. Et en 2050, beaucoup seront interconnectés dans une espèce de réseau un peu semblable à Internet, mais que j'appelle Enernet, c'est-à-dire un réseau de partage d'électricité entre les entreprises, entre les particuliers. Et le troisième coup de projecteur, c'est ce que j'appellerais l'économie de partage et la démocratie énergétique. Aujourd'hui, nous sommes conditionnés par des centrales puissantes, des centrales qui sont localisées, qui distribuent l'énergie à distance, mais progressivement, nous allons aller vers des centrales de plus petite taille, réparties dans un environnement, dans un territoire, dans un espace, connectées entre elles, qui, plutôt que d'être la possession de quelques entreprises, seront la possession des collectivités, j'ai parlé des villes tout à l'heure, et des citoyens. C'est-à-dire un changement fondamental dans notre manière de construire le monde de demain, la société de demain dans laquelle nous allons vivre. Donc ceci, on en reparlera tout à l'heure, on y reviendra. Je voudrais terminer par ce message d'espoir. Il y a à la COP21 des initiatives, j'ai parlé de celle des 1000 maires des grandes villes du monde, mais il y a aussi l'initiative, l'Association solaire internationale, lancée par le Premier ministre indien. Il y a aussi l'association des richissimes Bill Gates, Mark Zuckerberg de Facebook ou Branson de Virgin et d'autres, de créer une mission qu'ils appellent Mission Innovation. On voit que le privé veut participer aussi à la croissance verte. Il y a aussi la prise de position de nombreuses entreprises dans le monde des industries, des grosses industries, qui se dirigent vers ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire ou l'écologie industrielle, où les déchets des uns peuvent être les ressources des autres. Et enfin et surtout, on assiste à une mobilisation extraordinaire, locale, de personnes, de millions d'éco-citoyens comme vous, qui contribuent de leur manière à l'économie d'énergie, à la protection de l'environnement. Donc je pense que d'avoir une attitude positive dans ce monde catastrophique dans lequel nous vivons, avec au bord du gouffre, comme on nous l'a annoncé souvent, et on a raison de mobiliser les gens par la peur, parce que c'est là où on bouge, mais d'avoir une attitude positive, constructive, réaliste et pragmatique me semble l'attitude à conserver, en plus de la confiance que les politiques et les industriels doivent donner aux éco-citoyens du monde entier, et vous, les éco-citoyens qui allez changer la société et passer à une nouvelle société dans laquelle nous allons vivre dans les prochaines années. Merci Joël. Jean-Bernard, on termine notre tour de table avec vous. J'ai envie de rebondir à la fois sur ce qu'a dit Jean-Louis et ce qu'ont dit Jean-Louis et Joël. Vous êtes patron d'EDF. EDF, j'allais dire, c'est la France. C'est en tout cas le modèle très centralisé d'une entreprise qui a été justement très innovante au plan technologique, avec le pari, non pas du tout nucléaire, mais du nucléaire très majoritaire dans le mix énergétique français. Est-ce que c'est le bon modèle dans un univers borné par les contraintes
décrites par Jean-Louis et avec les tendances que nous a annoncées Joël, c'est-à-dire démocratie énergétique et économie du partage? C'est un sujet majeur que l'évolution des systèmes électriques, des systèmes énergétiques, et j'observe avec beaucoup d'intérêt, je dirais même de passion, que 2015, c'est l'année du tournant. Pour nous, en particulier, entreprise de services publics, nos racines sont en France, mais nous sommes présents dans des très nombreux pays, en Europe et dans le monde. 2015 est un tournant parce que c'est en 2015 que se dessine notre cadre pour des décennies. C'est en 2015 que la COP21 se réunit à Paris et nous espérons qu'elle va, sur quelques éléments, quelques indicateurs clés, conduire à un accord, montrer qu'il y a une véritable rupture, qu'il y aura eu l'avant COP21 et l'après COP21, et notamment dans ce que disait Jean-Louis Etienne, que nous n'allons pas continuer dans ces tendances qui font que les 0,8 degrés double, triple, quadruple, mais qu'au contraire, nous allons vers un plafonnement du réchauffement de la planète, on l'espère, à 2 degrés d'écart par rapport au XVIIIe siècle. C'est en 2015 que l'Union européenne a fixé les règles de l'Union de l'énergie. La nouvelle commission, qui est présidée par M. Juncker, est arrivée à son poste à la fin de 2014. Et là, en 2015, établit l'Union de l'énergie comme l'une de ses priorités. Il n'y en a pas beaucoup, c'est l'une de ses priorités, avec 5 vecteurs d'action majeurs pour faire de l'énergie en Europe un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique et aussi dans la compétitivité. Cette union de l'énergie, approuvée par la Commission, approuvée par le Conseil des ministres, et maintenant au Parlement européen, elle va, pour des années, définir le cadre de travail des énergéticiens européens. Et puis je n'oublie pas qu'en France, nous avons la loi de transition énergétique, qui est une loi très complète, avec là de très nombreux indicateurs qui fixent les principes de fonctionnement des marchés de l'énergie pour tous les acteurs, pour de nombreuses années. Et je reviens d'ailleurs à ce que disait Joël de Ronet, qui parle en premier lieu de la première manière de gérer notre problème énergétique, qui est l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, faire en sorte que nous utilisions bien mieux cette ressource rare qu'est l'énergie. Pour nous, ça nous interpelle et ça nous impose en effet un changement de modèle. EDF a été créé, nationalisation, 1946, les 30 Glorieuses, la création de grandes usines, on les appelle des centrales, qui produisent de l'électricité, qui sont distribuées vers un réseau descendant de la centrale de production vers les différents utilisateurs. Et puis c'est un système qui fonctionne bien. Nous avons en France un système électrique qui dessert tout le monde. Tout le monde paye le même tarif, qu'il soit un urbain, un rural, un montagnard, un insulaire. Dans les dom-toms en Corse, on paye le même tarif que dans le centre de Paris. Et puis il n'y a pas de coupure, ou très très peu. Nous sommes un des pays où ça fonctionne le mieux. Et enfin, nous sommes un des pays où l'électricité, notamment par rapport à ses voisins, est bon marché. Un ménage français paye à peu près, à consommation équivalente, 30 à 40% de moins que chez ses voisins, 88% de moins qu'un ménage allemand. Donc on pourrait dire, le modèle fonctionne bien. Oui, c'est vrai, mais il faut que nous changions de modèle, il faut que nous ajoutions, sans renoncer à notre modèle historique, que nous ajoutions un nouveau modèle, que nous superposions à ce réseau un peu monolithique, centralisé, que nous superposions, ce qui était très bien décrit par Joël de Ronet, que nous y superposions le fonctionnement d'une électricité décentralisée, des consommateurs qui souvent autoproduisent et qui vont gérer des réseaux intelligents, qui vont se connecter au réseau principal pour y apporter de l'énergie ou pour y trouver de l'énergie, de l'électricité. Donc pour nous, 2015, un tournant important, et je dirais le début de cette transition pour l'entreprise vers un modèle un petit peu à deux faces par rapport au modèle monolithique qui a très bien fonctionné depuis 69 ans. Merci à vous, merci. On va écouter nos étudiants. Ce sont des étudiants de Chimie ParisTech, de l'EDEC, de l'EIVP, Ionis STM, l'ISPA et enfin de l'Université Paris 10 Nanterre. Première question, si vous voulez bien vous présenter.
et la formuler. On vous écoute. Il vous faudrait un micro, je crois que ça ira mieux. Donc, je m'appelle Zoé Dolo, je viens de l'IPSA, qui est une école d'ingénieurs aéronautique et aérospatiale. Donc, ma question, c'est quelle est selon vous l'énergie renouvelable la plus intéressante en termes de production énergétique? Merci Zoé, c'est une question qui s'adresse à chacun de vous trois. Lequel d'entre vous trois veut-il commencer? Joël. En 2 minutes, je pense qu'il n'y a pas une énergie renouvelable meilleure que les autres. On a toujours tendance dans notre cher pays à penser en termes de centrales et de filières. Très peu dans d'autres pays. On pense plutôt en termes de matrices multidimensionnelles et de combinaison des énergies entre elles, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Donc, ma réponse à votre question, la meilleure énergie renouvelable pour le futur est le mix énergétique des renouvelables, les intermittents étant compensés par des énergies permanentes et le tout distribué par une grille intelligente. Jean-Bernard. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par mon voisin. Je rajouterais que la meilleure énergie, qui est parfaitement renouvelable, c'est le geste énergétique, personnel qui évite de trop consommer. C'est très renouvelable, hein, on peut le faire. Les négawatts. Voilà, on peut le faire très fréquemment. Du mégawatt au négawatt. Jean-Louis. Oui, une énergie qu'on oublie régulièrement, c'est l'énergie solaire thermique. On la connaît tous avec le tuyau d'arrosage qu'on prend en fin de journée, qui est extrêmement chaud. L'eau qui est dans le tuyau, elle est très très chaude, elle est beaucoup plus chaude que l'air ambiant. Ce n'est pas la chaleur extérieure qui a chauffé l'eau du tuyau, c'est le rayonnement électromagnétique. Et ça fonctionne tout le temps, quelle que soit la température extérieure. Vous allez au pôle Nord, vous êtes habillé en noir, il fait très beau, vous touchez votre veste, elle est chaude. C'est le rayonnement électromagnétique du soleil. Donc vous mettez, bon avant on pouvait le faire comme ça, vous mettez des tuyaux noirs d'arrosage sur le toit, vous avez un chauffe-eau solaire. Bon, maintenant c'est un peu plus élaboré, mais c'est une perte, je trouve, en énergie renouvelable conséquente parce qu'elle fonctionne tout le temps, quelle que soit la température. Elle est d'une manière générale un petit peu plus efficace que le solaire photovoltaïque. Le photovoltaïque exige quand même que l'ensemble des panneaux soient arrosés par le soleil. Si vous avez une zone d'ombre ou quelque chose qui ne marche pas, ça perturbe le fonctionnement de l'ensemble. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne même s'il y a une couverture solaire, si vous voulez. Donc, c'était une remarque par rapport à non-utilisation dans notre pays de l'énergie solaire. Je peux ajouter, François, une petite remarque à ce que vient de dire Jean-Louis, qui est très pertinent. C'est qu'il y a des centrales solaires qu'on appelle des centrales thermiques à concentration qui fonctionnent la nuit, quand il n'y a pas de soleil. C'est-à-dire alors, Pourquoi? Parce qu'on stocke la chaleur dans ce qu'on appelle des selles fondues. Elles existent, ce n'est pas de la science-fiction. Gema Solar, en Espagne, fabrique 110 gigawattheures d'électricité par an. Il y a au Maroc des centrales en construction, en Australie des centrales en construction, donc c'est une tour avec des miroirs autour, ça prend de la place, ça c'est sûr. Il faut que ce soit dans des déserts, il faut qu'il fasse très chaud. Et donc ces miroirs concentrent la chaleur sur une tour tout en haut, et la chaleur de la journée est conservée dans ce qu'on appelle des selles fondues, et d'ailleurs peut-être si on parle du thorium, plus tard on parlera des selles fondues, qui permet de conserver la chaleur la nuit, donc ça marche 24 heures sur 24. Une remarque par rapport à ça, et on l'a dit ensemble au même moment, c'est la place que ça occupe au sol. Bien sûr. Cette fameuse centrale qui est en Espagne, bien sûr, il y a 200 hectares de miroirs pour renvoyer, ça fait 400 terrains de foot. Ah oui, on ne peut pas mettre ça au coin du quartier. On est d'accord. Une production de 20 mégawatts, c'est-à-dire 10 éoliennes de 2 mégawatts que nous avons dans nos campagnes. Quoi. Et n'oublions pas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, en 2 mots, que l'hydrogène, c'est du soleil en conserve. On y viendra. Hein. On y viendra. On va en attendant prendre la deuxième question de nos étudiants. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel et je suis également étudiant à l'IPSA. Je voulais vous demander pourquoi le soleil, qui est la plus grosse source d'énergie connue, n'est-elle pas plus au centre des scénarios énergétiques du futur? C'est dans le prolongement tout à fait de la précédente. Jean-Bernard, tout d'abord. Je vais bien vous répondre. Je crois que tout le monde reconnaît que dans le mix énergétique, l'énergie solaire va prendre une place de plus en plus importante. Et tout le monde voit bien que c'est une question aujourd'hui, non pas de disponibilité, mais de coût et de gestion de l'intermittence, puisque l'énergie solaire, elle est grosso modo disponible quand il fait jour et pas quand il fait nuit, et puis surtout quand le soleil brille, plutôt que quand on a simplement les rayons
les rayons indirects qui nous permettent d'avoir la lumière du jour. Donc il y a à gérer l'intermittence, c'est-à-dire à stocker. Il y a des solutions de stockage qui sont en train d'être développées. Elles sont aujourd'hui très lourdes et très coûteuses. Si on regarde il y a 5 ans, il y a 10 ans, toute cette filière de l'énergie solaire était beaucoup plus coûteuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans des zones du monde où il y a beaucoup de soleil, on commence à avoir de la production d'électricité d'origine solaire qui n'est pas subventionnée, qui commence à être assez proche du prix de marché. En France, ça représente quoi, le solaire ? En France, pour l'instant, c'est assez peu. Je vous invite à aller regarder le site, l'App Store. Je pense qu'ici, presque tout le monde a un smartphone, donc on peut facilement aller sur l'App Store ou l'Android Marketplace et télécharger le site de RTE, RTE Ecomix. Et je vous invite à aller sur cette application gratuite et très simple qui vous permettra de voir jour après jour et quart d'heure par quart d'heure, quels sont les modes de production d'électricité en France. Mais en moyenne, en France, c'est combien? C'est de l'ordre de 1 à 2% pour l'instant. Ah oui, donc c'est vraiment très faible. Oui. C'est pas énorme. Alors, c'est 1 à 2%, ce sera sans doute 2 ou 3% en 2020-2025 et probablement 30% en 2050. Mais vous avez raison, le problème du solaire, c'est le stockage, c'est l'intermittence et la surface. Et le coût encore, bien qu'il diminue très très vite. En revanche, quand on l'utilise de manière systémique, comme par exemple des maisons aux États-Unis, on connaît tous Elon Musk et sa batterie Powerwall qui stocke 10 kW d'électricité. L'électricité est fabriquée par SolarCity sur les panneaux solaires de la maison, stockée dans la Powerwall 10 kW et régulée par un régulateur qui s'appelle Nest, qui a été racheté par Google et qui permet d'équilibrer la température de la maison. Donc, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il faut penser de termes systémiques et pas seulement une énergie par rapport à l'autre. Jean-Bernard Lévy, pardon. Oui. Juste une petite question pour Jean-Bernard Lévy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et notamment en France, une certaine inertie dans la mesure où justement on fait le choix du nucléaire? Bon, il faut amortir, alors c'est probablement fait en partie, mais tout est construit autour de la production d'énergie nucléaire en France. Et est-ce que ça n'a pas freiné le développement des énergies renouvelables de façon générale, mais plus précisément celle dont nous parlons à l'instant, c'est-à-dire le solaire? Je crois que le système français se caractérise par une très forte proportion d'énergie, d'électricité décarbonée. Le nucléaire, l'hydraulique font que nous avons aujourd'hui une électricité très décarbonée par rapport à nos voisins qui, eux, ont beaucoup de centrales. Ils ont encore beaucoup de centrales au charbon, l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne, et beaucoup de centrales au gaz. Nous n'avons aujourd'hui sur le charbon et le gaz dans le système électrique français que moins de 10% de la production, alors que chez tous nos voisins, je ne parle même pas de la Chine ou de l'Inde, où c'est essentiellement du charbon à 70 à 80%, mais nous, charbon plus gaz, ce n'est que 10%. Alors pourquoi en France n'a-t-on pas tant que ça d'énergie solaire? D'abord parce que l'électricité est moins chère qu'ailleurs, donc les contraintes économiques sont là. Et puis deuxièmement parce que les systèmes qui ont été mis en place pour faciliter l'arrivée de l'énergie solaire se heurtent à pas mal de contraintes. Je vais vous en citer une qui est propre à notre pays. Il n'est pas autorisé en France d'utiliser des terrains agricoles pour y mettre des panneaux solaires. Jean-Louis. Je voulais compléter la question sur le soleil. L'idéal, ça serait de recréer le soleil sur Terre. Effectivement, c'est ce qui est en train de se produire enfin, à l'échelle du laboratoire, le projet ITER, qui est à Cadarache, effectivement. Mais vous pouvez certainement mieux en parler que moi, qui est un prototype qui ne fonctionnera peut-être que dans 50 ou 80 ans. Mais c'est assez intelligent d'essayer de recréer la fusion des noyaux légers, la contrôler surtout, parce que ça se passe à ces centaines de millions de degrés de température. Et donc c'est une technologie on arrive à peine à créer un petit peu ce soleil sur Terre, mais peut-être que dans un demi-siècle, on saura maîtriser cette réaction solaire qui se passe dans le soleil. Joël, là-dessus, au fond, ITER, ça fait longtemps qu'on en parle. Où ça en est? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on pourra avoir un petit soleil de poche, un avenir prévisible? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un tout petit peu une seconde sur l'énergie décarbonée. Oui, énergie décarbonée, mais pour le long terme, énergie empoisonnée. En raison des milliers d'années de traitement des déchets radioactifs pour les générations à venir. Donc, il faut aussi prendre connaissance de ça. Deuxièmement, certes, l'énergie la moins chère d'Europe, aujourd'hui autour de 7 € le kilowattheure. Mais si on prend le prix de EPR,
qui devait être ouvert à 4,5 milliards d'euros, qui ne sera ouvert qu'en 2018 à 18 milliards d'euros, le coût de cette électricité-là... S'il vous plaît, dites les chiffres exacts, ce n'est pas 18 milliards. Je vous interromps parce que ça... Non, c'est 10, voilà. 10, voilà, bon, 10 et 18, c'est presque pareil. Disons 10 milliards. Disons 10 milliards. Mais le coût de l'électricité de l'EPR sera 15,5 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, ce n'est pas les 7 centimes d'euros le kilowattheure qui sont déjà annoncés aujourd'hui. Donc, les coûts varient et nous allons sans doute avoir des coûts d'électricité de plus en plus élevés, notamment en fonction de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, en fonction de l'investissement dans les énergies renouvelables que nous allons aussi payer sur notre note d'électricité. Juste un mot sur ITER et puis après on revient bien sûr à... Je crois qu'avant ITER, essayons déjà de trouver de bonnes solutions pour faire que notre parc nucléaire soit plus circulaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, nous produisons des déchets. Nous en produisons moins qu'il y a quelques années, puisque nous avons une formule qui s'appelle le MOX, le mélange de différents oxydes d'uranium, qui nous permet déjà de récupérer 30% des déchets que nous produisons et de les recycler dans nos centrales nucléaires. Donc nous avons déjà fait ce premier progrès. Deuxième progrès à venir, les centrales dites de 4e génération, dont on espère qu'elles seront disponibles dans, personne ne sait très bien, 20 à 30 ans, j'espère. Ces centrales de 4e génération permettront le recyclage intégral. Donc nous serons passés de 30 à 100%, et donc nous ne produirons plus de nouveaux déchets nucléaires. Et puis ensuite, à un horizon dont je pense, mais je ne suis pas aussi expert que vous, dont je pense qu'il est aujourd'hui très incertain, nous allons essayer, nous, les humains, de contrôler la fusion et de faire en sorte, je crois que l'image est très belle, d'avoir des soleils sur Terre et de faire en sorte que la fusion des noyaux produise de l'énergie qui sera cette fois-ci totalement disponible. Et c'est encore assez lointain puisque le projet ITER, qui est unique en son genre dans le monde, qui rassemble pratiquement tous les pays du monde, connaît des difficultés de construction, des devis qui sont décalés. Donc c'est un très bel enjeu, une très belle initiative de tous les pays qui y participent. Mais aujourd'hui, sur un plan industriel, économique, on ne peut pas encore tabler là-dessus. J'espère que ça sera le cas le jour où on aura déjà fait fonctionner ITER à Cadarache. Un mot sur ITER, Joël. Où Alors, c'en est ? C'est difficile, c'est compliqué. Il faut garder dans un tokamak, il faut garder un plasma à très très haute température pendant quelques millisecondes pour pouvoir obtenir plus long, 1 seconde ou 2 secondes, de manière à fabriquer l'énergie. Les Allemands viennent de sortir un truc qui s'appelle d'un drôle de nom le Stellarator, qui est un tokamak perfectionné et qui permet d'obtenir dans des meilleures conditions de l'énergie de fusion. Mais c'est encore loin, c'est un peu comme le rêve des supraconducteurs, dont on nous a dit qu'à une certaine température, on allait transporter de l'électricité sans perte du tout par effet Joule. Donc c'est loin, c'est pas encore là, et je pense que le 100% d'énergie renouvelable, tel qu'il est en train de se concevoir dans le monde entier, avec des progrès technologiques et des progrès scientifiques qui avancent tous les jours, n'oubliez pas ce qu'on appelle l'évolution exponentielle. Ça va de plus en plus vite, sont des solutions beaucoup plus intéressantes que de se concentrer sur des solutions encore assez utopiques et très coûteuses que sont la fusion et les supraconducteurs. Merci. Question suivante, si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Mathilde Fievé et je suis étudiante à Chimie Paris Tech. Donc ma question est la suivante. On a l'objectif de limiter la hausse de la température à 2 degrés d'ici à 2050, et tout en conservant un bouquet énergétique. Ma question est simple, par quels moyens pensez-vous atteindre ces objectifs ? Si cet objectif était bien sûr adopté. Jean-Louis. Il m'est souvent posé la question, 2 degrés, puis on dit, bon, c'est jamais qu'1 degré de plus, mais 1 degré de plus, c'est énorme. C'est énorme, si vous voulez regarder ce qui est en train de se passer avec 0,8 degrés et 1 degré de plus dans la balance, ça va peser. Et je voudrais resituer un petit peu le débat sur les énergies renouvelables dans le contexte planétaire. 80% de la production énergétique, toute confondue, repose aujourd'hui sur les énergies fossiles. L'humanité s'est développée sur ce tronc d'énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz. 100% du transport repose aujourd'hui sur les énergies fossiles. Donc là, nous essayons de passer, comme dit Joël, à 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est colossal, sachant que ce qu'on va utiliser, ce sont des énergies qui sont relativement dissipées dans l'espace et dans le temps.
les énergies fossiles représentent une concentration dans le temps et les forces géologiques, si vous voulez, qui ont permis de créer ces énergies fossiles. Elles sont fossiles, effectivement, parce qu'elles sont recréées sur des centaines de millions d'années. Donc il y a une contraction du temps et le travail géologique de la Terre pour produire ces énergies fossiles. Les énergies renouvelables, elles n'ont pas été modelées par ce facteur temps ou géologique, donc elles sont relativement dispersées dans l'espace. Quand vous longez une plage sur l'Atlantique, vous voyez toutes ces vagues qui arrivent et on se dit si on pouvait exploiter toutes ces vagues, c'est vrai que la ressource est colossale, mais ça voudrait dire qu'il faut mettre des moulins partout. La vallée du Rhône, un jour de Mistral, le potentiel énergétique est absolument colossal, mais ce que l'on capte finalement est dérisoire par rapport au potentiel. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter de multiplier les capteurs de ces énergies renouvelables et aussi, bien sûr, faire des progrès importants en stockage. Donc là, c'était un petit rappel de situation des énergies, du potentiel des énergies renouvelables qui n'ont pas la densité énergétique, effectivement, des énergies fossiles, sans parler effectivement de l'hyperdensité énergétique, E égale mc2, effectivement de l'énergie qu'il y a dans une fission ou dans une fusion, qui est extrêmement concentrée. Donc c'est dans ce panel-là qu'il va falloir trouver la solution et évoluer de plus en plus vers du décarboné. Alors, on entend ce discours depuis 30 ans, Jean-Louis. Depuis 30 ans, on nous dit qu'il faudrait des 500 000 éoliennes ou couvrir la moitié de la France de panneaux solaires à cause de leur dispersion pour remplacer 3, 4, 5, 10 centrales nucléaires. Ce discours n'est plus du tout valable aujourd'hui. Désolé de le dire, dans le monde, toutes les études qui sont faites et les expériences qui sont réalisées dans des pays, je ne vais pas les citer, mais je pourrais le faire, c'est qu'il faut considérer les 12 énergies renouvelables. Vous les connaissez, je ne vais pas toutes les énumérer, mais ça va du vent, ça va du solaire thermique, solaire photovoltaïque, les hydroliennes dans l'eau, l'énergie marine dont vous avez parlé. Il y a aussi le gaz, la biomasse, les biocarburants de 2e et de 3e génération. Il y a l'hydrogène qui est aussi un vecteur comme l'électricité, etc. Donc toutes ces énergies combinées, je reviens là-dessus. Pour lutter contre la dispersion, il faut les combiner, avoir une approche systémique de l'énergie et pas une approche par filière. Et en les combinant entre elles, plus les économies, plus l'efficacité énergétique, à ce moment-là, leur densité existe. Parce qu'on peut faire ce qu'on appelle dans le jargon des énergéticiens, du baseload en continu et même produire des gigawatts, désolé de le dire comme ça, d'électricité, ça paraît utopique, mais c'est la réalité. Jean-Bernard, pardon. Oui, c'était un exemple très court. Mais moi, je n'attends que ça, Joël, vraiment. Mais je fais les sommes des choses. Et ça veut dire que la concentration, elle viendra de notre capacité à stocker. Mais rien que pour faire tourner le métro et le RER à Paris, il faudrait 400 éoliennes de 2 mégawatts, celles qu'on a dans nos campagnes, et qu'il y ait du vent. Non, mais comment tu fais l'électricité à l'électricité et au nucléaire, il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir dans une optique de combinaison. Or, le stockage, on nous dit que c'est impossible. Les Danois stockent de l'énergie en faisant tourner les éoliennes et en pompant de l'eau en altitude qui, en redescendant dans des fonds de l'hydraulique et de l'électricité. Les Américains concentrent l'air comprimé dans le dessus des nappes phréatiques, ça s'appelle CAES, Compressed Air Energy Storage. Cet air comprimé est mélangé à du gaz et augmente son rendement qui passe de 35% à 65% dans la combustion. L'hydrogène est en Corse. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une centrale qui cumule 3 types d'énergie. 1, des panneaux solaires qui fabriquent l'électricité pour faire l'électrolyse de l'eau. H2O, je vous rappelle. H2O, avec de l'électricité qui passe dedans, ça donne de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Cet hydrogène est conservé pendant la journée. Le soir, il est mis dans une pile à combustible qui fabrique, avec l'oxygène de l'air, de l'électricité et de l'eau. Je vous rappelle que la pile à combustible, c'est l'inverse de l'électrolyse, classe de 3e. Oui, alors on en est peut-être plus là, avec de l'oxygène et de l'hydrogène, on refait de l'électricité et de l'eau. Donc le système est continu. Donc ce projet s'appelle MIRT. Il existe en Corse, c'est tout petit, ça alimente une centaine, peut-être un millier de foyers. Mais c'est pour vous dire que la combinaison de 3 systèmes photovoltaïques, hydrogène, pile à combustible est le moyen de faire en sorte qu'on ait de l'électricité. On vous entend, Joël, il y a des solutions. Jean-Bernard, votre avis là-dessus? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. La solution n'est pas unique, même si, bien sûr, il y a beaucoup d'énergie en provenance du solaire.
la gestion du stockage, la pile à hydrogène, enfin tout ça sont aujourd'hui des progrès scientifiques indiscutables, mais qui pour l'instant ne trouvent pas souvent leur équilibre économique. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas le cas. Juste, moi je voulais faire une remarque sur l'inégalité. Il y a quelque chose qui me frappe, qui m'interpelle beaucoup. Il y a, nous le savons tous, une forte inégalité dans la répartition des énergies fossiles, qui sont les principales sources d'énergie aujourd'hui dans le monde. Et on sait bien que l'Europe, de ce point de vue-là, n'est pas bien dotée en énergie fossile. Moi, je voudrais dire qu'il y a une inégalité tout aussi importante en matière de répartition dans le monde des énergies renouvelables. Il y a des pays qui peuvent aujourd'hui montrer l'exemple parce qu'ils sont généralement peu peuplés et qu'il se trouve qu'ils sont bien dotés par la nature, par la planète, par le relief, d'énergie renouvelable. Je pense à certains pays scandinaves. La Norvège. Oui. Voilà. La Norvège. La Norvège est un pays formidable. Il y a du fossile aussi en Norvège. Voilà. Ils le vendent. Oui. Ils vendent le fossile. Voilà, mais l'Islande avec la géothermie. Voilà. Mais il faut regarder de quoi on parle. L'Islande, c'est 300 000 habitants. La Norvège, je crois, c'est de l'ordre de 4 millions. Bon, nous avons à gérer des mégalopoles. Paris en est une, mais combien de Paris en Chine, en Inde? Comment gère-t-on ce système alors que l'inégalité des différents pays, ce sont tous les pays qui sont là. Alors certains donnent un peu l'exemple, mais il faut que nous ayons des solutions qui soient aussi acceptées par les Chinois, par les Indiens, par les Indonésiens, par les pays dont la population est très importante, qui aujourd'hui ont des ressources essentiellement charbonnières, il faut le dire, quelquefois pétrole et gaz, comme pour l'Indonésie, et qui disent, et nous, on va faire comment on va faire comment pour gérer 260 millions d'Indonésiens, 1,3 milliard de Chinois ou d'Indiens. Donc je crois qu'il faut accepter que cette inégalité va conduire à des solutions extrêmement différenciées. Je crois que c'est l'une des difficultés de ceux qui, à 15 km d'ici, négocient dans le cadre de la COP21, que de trouver des solutions qui répondront à ce que 190 ou 200 pays dans le monde acceptent de faire. Justement, on va prolonger sur ce thème-là exactement. Je crois que nos étudiants avaient une question pour Jean-Louis Etienne, précisément sur ce thème-là. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Fiona et je suis membre de l'Agora, la tribune étudiante de l'EDEC. Donc, ma question s'adresse à Jean-Louis Etienne. Nous aurions voulu savoir, en fait, vous avez rencontré de nombreuses cultures au cours de vos excursions. Et donc, nous aurions voulu savoir si vous pensez que tous les pays puissent trouver leur place dans un scénario énergétique ou alors qu'il y ait un scénario énergétique différent pour chaque pays et notamment un scénario énergétique pour les pays industrialisés et un autre pour les pays en voie de développement. Je pense que ça a été effectivement déjà, on a parlé du mix énergétique et comme disait Jean-Bernard Lévy, chacun n'est pas égal. On vient de citer l'exemple de la Norvège qui est un pays très riche. La Norvège, vous avez vu, il y a des fjords partout, donc ils ont mis des barrages. 95% de leur électricité vient de leur production hydroélectrique, donc ils sont peu émetteurs, on va dire, et en plus ils ont beaucoup de gaz et de pétrole qu'ils vendent, ce qui fait leur richesse, et donc ils se positionnent aujourd'hui, si vous voulez. Donc ce pétrole, ils le vendent, mais ce pétrole, ils vont aussi en faire de l'hydrogène. Et ils se proposent d'être la batterie de l'Europe, si vous voulez, parce qu'effectivement, avec toute cette ressource hydroélectrique, plus l'électrolyse de l'eau à partir du pétrole, mais enfin, là, ils émettent, qu'ils vont faire, donc ils veulent faire de l'hydrogène et mettre à disposition de l'électricité. Ça, c'est un exemple d'un pays gâté. Voyez. Jean-Louis, si je peux me permettre de prolonger la question de mademoiselle, on voit aujourd'hui, justement dans les négociations évoquées à l'instant, la COP21, on voit les pays émergents qui disent mais on ne peut pas avoir le même régime que vous parce que vous avez déjà connu la croissance et si vous nous imposez justement des directives qui sont trop contraignantes et qui brident notre croissance, il faut que vous payiez. Qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? Est-ce qu'il faut différencier les normes pour la Chine et les États-Unis, ou enfin la Chine ou la France ou pas? Les gros pays producteurs ont à mettre en place des mesures d'atténuation. Et les pays qui subissent aujourd'hui effectivement les sécheresses, la montée du niveau des eaux, les cyclones, donc dans ces zones qui sont basses, eux, ils demandent des mesures d'adaptation. Parce que ce ne sont pas des pays gros émetteurs, ils ne sont pour rien dans la situation qui se passe aujourd'hui, ils vont la subir effectivement et eux demandent des mesures d'adaptation, ça veut dire de l'argent.
Et là où ça blesse encore, et ça traîne, parce que ça traîne dans toutes les COP qui ont précédé la COP 21, depuis la promesse de Copenhague de 100 milliards, qui est tenable. Ces pays demandent effectivement qu'on les aide à changer, à produire leur énergie bas carbone, et en même temps de se prémunir contre les manifestations climatiques extrêmes. Et ça veut dire de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle les discussions bloquent encore aujourd'hui. Merci. François, sur cette question très des brièvement, scénarios, Joël. Très bref, alors très court, sur cette question des scénarios énergétiques, je pense que c'est très important évidemment d'en parler, d'en discuter et de les prévoir. Mais je crois aussi qu'il y a deux éléments dont on a, à mon avis, trop peu parlé à la COP 21, et il est peut-être question d'en parler ici, c'est la pollution. C'est-à-dire la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Certes, c'est lié au réchauffement climatique, mais ce sont des enjeux de santé extrêmement importants pour l'avenir. La pollution de l'air due notamment au transport, on sait le rôle des voitures, et la pollution de l'eau due à tous les produits qui sont déchargés dans l'eau, qui étaient jadis simplement des virus ou des bactéries, maintenant c'est du mercure, ce sont des produits pharmaceutiques. Donc la pollution de l'air et la pollution de l'eau liée à la consommation alimentaire d'une malbouffe qui nous détruit à petit feu, fait aussi que ce sont des questions fondamentales pour l'avenir de l'humanité dont on doit aussi parler. Merci. Une question de nos étudiants qui s'adresse cette fois-ci à Jean-Bernard Lévy. Bonjour, moi je m'appelle Geoffroy Guillaume, donc je suis étudiant à Chimie Paris-Tech aussi. J'avais une question pour Monsieur Jean-Bernard Lévy. Ce serait, le financement des énergies renouvelables semble aujourd'hui très élevé. Ne serait-il pas plus judicieux de favoriser les économies d'énergie, comme par exemple le double vitrage peu répandu à Paris? Bien, la réponse est oui. Et je suis le premier à insister sur le fait que nos responsabilités dans des entreprises qui assurent des missions de service public sont un petit peu paradoxales. La plupart des chefs d'entreprise, ils cherchent à vendre plus de produits. Le président de Renault, il cherche à vendre plus de voitures. Le président de EDF, lui, il est persuadé que l'avenir de son entreprise ne passe pas par une incitation à ce que nous tous, nous consommions volontairement plus d'électricité. Une question et c'est pour ça que je dis toujours que la meilleure manière d'être un bon citoyen en matière de réchauffement climatique, eh bien c'est le geste qui compte, le geste personnel de ne pas consommer de l'énergie dont on n'a pas vraiment besoin. Mais je crois que chacun, dans son quotidien, doit s'interroger, est-ce que je fais vraiment les gestes, est-ce que j'ai vraiment le comportement qui permet de contribuer à éviter le réchauffement climatique? Est-ce que je ne prends pas ma voiture pour de courts trajets? Est-ce que je ne prends pas l'ascenseur alors que je pourrais peut-être monter 3 étages à pied, etc., etc. Est-ce que vous éteignez les lumières quand vous quittez votre bureau le soir? Ah oui. Et le chauffage électrique? Une question pour il est régulé. Mais le chauffage électrique, une question, sacrée dépense. Encore pour vous, Jean-Bernard Lévy, vous évoquiez, Joël et vous, les réacteurs de nouvelle génération. Ça va marcher quand, cette affaire? Parce que j'entends parler de ça depuis presque le temps que je suis journaliste économique et au vu du crâne dégarni qui est le mien, vous imaginez que ça fait longtemps. C'est reporté de loin en loin, la facture ne cesse de grimper. Est-ce qu'on a espoir de les faire fonctionner normalement, avec les promesses que vous avez évoquées en termes d'économie, de recyclage optimisé? Bon, je veux bien répondre le premier, je l'ai dit tout à l'heure. On a fait déjà un progrès avec le MOX. On produit 30% de déchets en moins. On a le prochain progrès qui est à faire, c'est celui de recycler la totalité des déchets qui sortent des centrales nucléaires. Pardonnez-moi, ce n'était pas ma question, c'était sur l'EPR. Ça va marcher quand? L'EPR va marcher quand? L'EPR va marcher en 2018, fin 2018. On est sûr cette fois-ci? Ben oui. Non, parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. Moi, je n'ai jamais donné d'autre date. Parce que vous n'étiez pas à la tête d'EDF. Vous l'avez dit. C'est pas une raison suffisante. Alors je renforce. Mais c'est une bonne raison quand même. Je renforce ce que vient de dire le président sur le futur du recyclage des déchets.
radioactif, les centrales au thorium. Alors peut-être vous devriez googler ça pour savoir qu'est-ce que c'est. Le thorium, c'est un autre élément radioactif qui permettrait de fabriquer des centrales fiables, moins dangereuses, avec des sels fondus. Vous verrez, ça vous expliquera plus en détail ce que c'est. Mais surtout, les centrales au thorium sont des centrales qui sont des incinérateurs de déchets radioactifs et qui peuvent donc les détruire. Donc il faut penser aussi qu'il y a derrière, et moi je pense que les centrales, les petites centrales, à lesquelles s'intéresse beaucoup Bill Gates, c'est-à-dire qu'on appelle en anglais des SMR, des Small Modular Reactors, c'est-à-dire des réacteurs de 300 mégawatts enterrés et éventuellement futurs de thorium, pourront faire partie de la grille du mix énergétique de demain. Jean-Louis ? Je suis ravi de voir que Joël revient à l'hyperdensité de l'énergie qu'il y a dans l'atome. Il faut savoir l'utiliser. J'ai jamais été opposé. Je pense, oui, je suis d'accord. Il faut savoir l'utiliser, c'est-à-dire, si vous me permettez, Jean-Bernard Lévy, les centrales que nous avons aujourd'hui, elles ont été conçues il y a 50, 60, 70 ans. Hein. Donc, vous vous souvenez, peut-être pas tous ici, mais les moteurs de voitures qu'on avait il y a 50 ans. Donc, il est évident que c'est une science qui fait des progrès et c'est une science sur laquelle il faut continuer à investir pour arriver à exploiter cet E égale MC2, qui est quand même une sacrée magie, dans des bonnes conditions et que ce soit renouvelable. Et je suis un utilisateur à fond. J'ai peut-être donné l'impression que les énergies renouvelables n'avaient pas d'avenir. Je suis un utilisateur. J'ai 80 panneaux solaires chez moi, j'ai 6 éoliennes dans le jardin. Donc je sais ce que c'est, quoi. Et toutes les expéditions, je les utilise. J'ai même fait une dérive arctique pendant 4 mois où j'avais un réservoir d'hydrogène avec une pile à combustible et les panneaux solaires. Donc il y avait un jonglage permanent en fonction du soleil, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel je m'y intéresse beaucoup. Et mon opinion, c'est que donc, je suis un citoyen qui bidouille, qui essaye, qui regarde. Je suis des fois en religion avec l'énergie. Je regarde la capacité, qu'est-ce qu'il y a dans les... Donc, et je me rends compte qu'on est toujours un peu à la limite, si vous voulez, avec les appareils électroménagers qu'on a aujourd'hui. Ça fera des progrès et je pense, pour terminer, qu'on pourra satisfaire les besoins domestiques en énergie renouvelable. Je dis bien les besoins domestiques d'une population qui aura bien conscience de ce que c'est que la préciosité de l'énergie, c'est-à-dire qui aura fait toutes les démarches auprès de son habitat dans le choix des appareils électroménagers, même peut-être un jour en autoconsommation. Et là, quand on est en autoconsommation, comme on l'est en expédition, je peux vous dire qu'on fait gaffe. Et il y a de la ressource, mais ça veut dire qu'on se consacre relativement souvent et qu'on fait attention effectivement à cette préciosité de l'énergie. Merci Jean-Louis. Alors, dernière question des étudiants, et après on prend les vôtres. Un micro circulera dans la salle de façon à pouvoir les recueillir. Donc préparez-vous, préparez-les. C'est une question pour Joël de Ronet. Bonjour à tous, je m'appelle Romanetch Kevin. Je suis étudiant à l'EIVP, l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Donc ma question est, quels sont exactement aujourd'hui les véritables freins au remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables, au vu des enjeux majeurs de la transition énergétique? J'ai déjà répondu plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est la combinaison des énergies renouvelables, l'utilisation de grilles intelligentes de distribution d'électricité pour assurer l'électricité en continu, et c'est la discipline de chacun des éco-citoyens pour les économies, l'efficacité énergétique et la préciosité de l'énergie. Merci Joël. Je vois une main qui se lève. Monsieur, peut-être on pourrait vous apporter un micro. Merci de vous présenter et de formuler une question brève. Charles Genaudeau, écoutez, je suis électronicien de formation, je pratique l'électricité depuis des décennies et je voulais poser la question peut-être à Joël de Ronet qui paraîtrait avoir beaucoup d'informations sur les énergies renouvelables. Avez-vous connaissance de ce qu'on appelle la fusion froide ? Puisque la recherche ITER, c'est de la fusion chaude et même à très haute température. Donc, connaissez-vous la fusion froide et ses possibilités, puisque quand on tape sur Internet, sur Google, fusion froide, il y a un certain nombre d'informations qui apparaissent. Apparemment, il y a déjà des générateurs qui sont proposés par des entreprises, dont André Rossi, pour ne citer qu'un Italien assez célèbre, mais il y en a d'autres. Voilà, alors ça c'est pour la fusion froide. Il y a aussi d'autres formes d'énergie renouvelable, qu'on appelle vulgairement l'énergie libre, ou free energy, ou l'énergie du point zéro.
Là, on vous perd, hein, c'est plus niveau 3e. D'accord. Non, mais enfin, je veux dire, Joël va nous expliquer. Je vous pose la question, avez-vous des informations et pouvez-vous en parler? Alors, on suit à Univers Science, monsieur. on suit de très près tous les travaux sur, entre guillemets, la fusion froide, depuis ce que Fleischmann et Pons ont fait il y a maintenant une quinzaine d'années. Cette expérience n'a jamais pu être refaite. Je rappelle que c'était de la production d'énergie sans fusion, au sens où on l'a décrit tout à l'heure, type tokamak. Mais il y a une trentaine de labos dans le monde, y compris au Japon, aux États-Unis, qui ont repris des essais de fusion dite froide. Alors, il y a quelques résultats, mais on n'arrive pas à les reproduire. Il y a beaucoup de controverses dessus. Rossi, que vous avez mentionné, déclare avoir obtenu des résultats qu'il a publiés, mais il y a une controverse, il y a une discussion dans le monde, ce qui ne me permet pas aujourd'hui de dire que la fusion froide marche. Merci. Oui, mademoiselle. Il y avait une main qui se lève, on vient à vous tout de suite. Hein. François, moi j'ai une question à poser au président, je peux? Non, on va d'abord écouter la demoiselle. On y reviendra, hein, bien sûr, Joël. Merci. Lilia Zouagui. Alors moi, je travaille chez EDF. Et j'ai une remarque qui rejoint c'est déjà un bon point pour vous. J'ai une remarque qui va rejoindre celle de M. Etienne quand il parlait de faire marcher les RER. Enfin, j'ai un peu la même remarque aussi par rapport au TGV. Effectivement, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire un Lyon-Paris en 1h55 comme nous le promet la SNCF avec des éoliennes. Ma deuxième remarque, elle est sur la question des énergies renouvelables. J'ai très peu entendu parler d'hydroélectricité. Alors que les possibilités de développement sont énormes et qu'en plus l'hydroélectricité est un facteur de développement territorial. Merci. Qui veut répondre? Jean-Louis. On va dire qu'en termes de... Jean-Bernard Lévy est mieux placé que moi pour répondre sur l'installation des barrages, ça devient compliqué aujourd'hui. Ce que l'on fait, vous savez, on fait du turbinage, c'est-à-dire quand il y a trop... dans le monde, d'accord. Donc je ne reviendrai pas sur les barrages, mais par contre ce qui est intéressant c'est la petite hydraulique. La petite hydraulique sur des cascades, sur des rivières, c'est quelque chose qui... Bon, on connaissait ça avant sur les rivières, les fameuses chaussées qui barraient la rivière où on mettait une génératrice effectivement, mais au fil de l'eau aujourd'hui on peut obtenir, et toujours pareil pour des consommations domestiques, on peut arriver à utiliser le fil de l'eau, on parle des courants tout le temps maritimes si vous voulez, mais une rivière qui coule ça fait du courant. Et donc, il y a de la micro-électricité qui fonctionne très bien. Quand vous dites les barrages, ça pose problème. Pourquoi? Parce que à cause de l'impact oui, l'étude d'impact sur la région. Vous noyez une région, souvent elles sont habitées, donc c'est transport de population, c'est des écosystèmes qui sont noyés, donc il faut choisir. Jean-Bernard. Oui, il y a un potentiel hydroélectrique qui est modeste dans notre pays. On a quand même fait beaucoup d'équipements, il y a des problèmes d'acceptabilité évident. Si on élargit, je crois qu'il y a quand même 3 zones du monde dans lesquelles le potentiel hydroélectrique est très insuffisamment exploité aujourd'hui. Le bassin amazonien, l'Afrique et les pays qui avoisinent l'Himalaya. De toute évidence, d'après les prédictions que font des gens comme l'Agence internationale de l'énergie, donc les Nations Unies, à ma connaissance, même l'exploitation de ce potentiel qui aujourd'hui est inexploité ne répondrait pas à l'ensemble des besoins de substitution aux énergies fossiles. Donc oui, l'hydroélectricité doit jouer un rôle. Il faut travailler à son acceptabilité, notamment à cause des déplacements de population et des menaces sur la biodiversité. Et dans certaines zones tropicales, on me dit que ça produit aussi du méthane, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc il ne faut pas combattre le CO2 en produisant du méthane. Donc c'est l'une des contributions qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Mais c'est l'une d'entre elles et l'hydroélectricité ne sera pas la panacée, même si chez EDF on est particulièrement expert en hydroélectricité. Donc on travaille aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, madame, notamment sur des projets en Amazonie et d'autres projets en Afrique équatoriale. On vient à vous tout de suite, Joël. Quelle est la proportion d'électricité produite en France avec les barrages? C'est de l'ordre de 8 à 10%, ça dépend un peu chaque année de l'hydrolicité. Cette année, d'ailleurs, n'est pas très bonne, pas très mauvaise non plus, mais on me montre chaque mois un tableau, et cette année, nous sommes un peu en dessous de la moyenne des 25 dernières années, ce qui prouve d'ailleurs que les phénomènes de réchauffement climatique ne vont pas, contrairement à ce qui est dit, avec une augmentation obligatoire
des chutes de pluie. Il y a moins d'eau? Oui, il y a un petit peu moins d'eau en ce moment, oui. Donc parce que certains disent, avec les phénomènes de réchauffement climatique, ou vous savez, Niño et tout ça, il pleut de plus en plus. C'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout, en tout cas, c'est pas vrai en France. Sur ces dernières années, on est plutôt inférieur à ce que c'était il y a 25-30 ans. Pas très inférieur, mais un petit peu inférieur. Joël. Cher Président, ma question n'est pas polémique, elle est empathique. Ça commence mal. Si on prend le coût d'acheminement du combustible nucléaire, l'uranium, depuis le Niger et les coûts de sécurité qui sont attachés pour une ressource qui en a peut-être pour 10 ou 15 ans. Deuxièmement, si on prend le coût de la sécurité de la construction des centrales et des assurances qu'on est obligé de prendre quand un cas de risque majeur. Si on ajoute à ça le coût du démantèlement prévu de 58 réacteurs nucléaires à 5 milliards d'euros par démantèlement, ce qui tourne autour de 300 milliards d'euros. Si on ajoute à ça le coût de la mise à jour post-Fukushima des centrales françaises qui vont être prolongées de 40 à 60 ans, c'est-à-dire à peu près 12 milliards d'euros. Et si on ajoute à ça le coût du stockage des déchets nucléaires dans CIGEO, dans l'est de la France, qui va coûter 46 milliards d'euros. Et si on ajoute encore à ça les différents éléments constituant les sécurités, j'ai parlé du démantèlement, du stockage, est-ce que ce coût est internalisé dans le coût de l'électricité ou non? Alors, ou il est prévu pour toutes les prochaines générations? Votre analyse est juste. Certains chiffres, je ne vais pas les reprendre, ça n'a pas grande importance. Le coût de l'électricité nucléaire, aujourd'hui en France, a été établi par la Cour des comptes à 55 € du mégawattheure environ. C'est la Cour des comptes qui le dit. Ça, c'était une première réponse. En intégrant tous ces éléments d'externalité. Deuxièmement, nous avons, au bilan d'EDF, provisionné, ce n'était pas le cas il y a 25 ans, mais ça a été fait depuis, nous avons provisionné progressivement, et nous continuons à le faire chaque année, les dépenses futures. Ceci est fait, là aussi, sous l'autorité de la Cour des comptes. Donc nous avons à notre bilan ce que l'on appelle des actifs dédiés. Ce n'est pas un très joli mot, des actifs, ça veut dire des actifs financiers essentiellement. Dédiés, ça veut dire qu'ils ont été cantonnés, ils ont été mis dans un compartiment séparé, et ils sont dédiés à ce que vous avez cité, dont les deux principaux sujets sont le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs de tous les déchets, mais en particulier les plus coûteux, qui sont ceux qui sont hautement radioactifs et qui sont à longue durée de vie, donc typiquement le programme CIGEO. Donc tout ceci est provisionné, validé par des gens qui sont extérieurs à EDF, et périodiquement révisé pour vérifier que cette validation courante fait l'objet d'examens nouveaux. Donc il y a une validation annuelle qui est faite par nos commissaires aux comptes, il y a une validation périodique qui est faite par la Cour des comptes, qui est l'organisme public qui valide les comptes de tout le secteur public, y compris d'EDF. Et puis il vient d'y avoir un audit commandité par Madame Royal, dont elle doit prochainement annoncer les résultats, mais dont on sait déjà, elle l'a dit, qu'il valide là aussi que les actifs qui sont à notre bilan, dans ce compartiment spécial, auquel je ne peux pas toucher, je ne peux pas dire, tiens, je pourrais, par exemple, utiliser ces actifs pour des dépenses courantes, je n'en ai pas le droit. Ces actifs sont en effet ce qu'il faut, un petit peu plus, on est autour de 105%, ce qu'il faut pour les dépenses futures en matière de démantèlement et de gestion des déchets. Et est-ce que ces actifs et ces provisions ne sont pas un frein au développement de l'investissement des énergies renouvelables et notamment du 100% renouvelable que prévoient certains pays? Alors, le coût de 55 € du mégawattheure dont je parlais tout à l'heure. 15,5 pour l'EPR. Donc, le coût actuel du nucléaire en France, 55 € du mégawattheure, est un coût qui est inférieur au coût des énergies renouvelables. C'est pour cela que, dans sa grande sagesse, l'État, pour développer les énergies renouvelables, malgré leur coût supérieur, fait en sorte d'apporter des subventions aux producteurs d'énergie renouvelable, dont nous-mêmes, puisque nous sommes l'un des principaux producteurs d'énergie renouvelable en France, et ces subventions permettent de rendre ce coût compétitif sur le marché. Nous avons même une obligation d'achat, enfin, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est le réseau de transport d'électricité qui se doit d'appeler en priorité les énergies renouvelables avant d'appeler même le nucléaire, même l'hydraulique, qui est pourtant renouvelable,
et bien sûr les énergies fossiles. Donc tout ce système se traduit, parce que ces subventions, il faut bien que quelqu'un les paye, dans une augmentation de nos factures d'électricité. Aujourd'hui, pour les Français que nous sommes, c'est environ 5 milliards d'euros par an supplémentaires que nous payons à travers nos factures d'électricité pour financer l'écart de prix entre le prix moyen de l'énergie, en particulier en France, nucléaire, hydraulique, le prix des renouvelables. Et cette somme, je termine, de 5 milliards d'euros, va doubler dans les 4 ou 5 prochaines années, va atteindre environ 10 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable par an, un demi-point de la richesse nationale en France, environ 2000 milliards d'euros, un demi-point de notre richesse sert à développer des énergies renouvelables par anticipation avec le moment où elles seront totalement compétitives. Merci pour ces éclaircissements. On va repasser la parole à la salle. Oui, monsieur, vous demandez la parole. On vient à vous au fond de la salle tout de suite. Hein. Donc Xavier Almest, un illustre inconnu. Loin de mon idée de mettre en doute l'idée d'économiser la planète et l'énergie, mais quand on regarde l'histoire et le passé, il y a eu des périodes où il a fait très froid, mais il y a aussi des périodes où il a fait très chaud, et plus chaud que maintenant. Je suis allé il y a quelques années à une conférence de l'Univers Science au Palais de la Découverte, qui était sur les origines de la Terre, était dirigée par le directeur de l'école, de Normal Sup Ulm, physique. Et une question lui a été posée à la fin par un jeune enfant de 10 ans qui disait « Que penser du réchauffement de la planète ?» Et la réponse de ce monsieur a été « Je vous rappelle que nous allons vers une ère de glaciation. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?» Jean-Louis, là, vous qui êtes l'expert en matière de glace. Il avait une saison interglaciaire de retard. Ça fait combien de milliers d'années? Oui. La Terre, bien sûr que la Terre a sa vie propre. Elle a connu des périodes de glaciation, des périodes interglaciaires, et on les connaît. On connaît le mécanisme. C'est Milankovitch qui a trouvé ça. C'est que la Terre ne tourne pas tout à fait rond, on va dire. Elle a des variations d'inclinaison de l'axe. Il fait que de temps en temps, il y a les régions boréales reçoivent moins de soleil et donc sont couvertes de glace. Une glace qui descend sont les périodes de glaciation. On les connaît. 100 000 ans, 40 000 ans, 20 000 ans, on connaît ces phases-là. De temps en temps, il y a eu des périodes beaucoup plus courtes, certainement dues à des vélages massifs de glace au Groenland qui ont amené des quantités d'eau douce et froide, qui ont fait des inflexions de courant. Ce sont des choses que l'on ne connaît, dont on n'est pas sûr à 100%, mais aujourd'hui, quand même, on a beaucoup évolué. Et là, au contraire, nous sommes dans une période interglaciaire et on va vers un réchauffement très lent, mais très lent. Et depuis 150 ans, les résultats d'études sur les bulles des carottes de glace, que ce soit au Groenland ou que ce soit en Antarctique, montrent qu'il y a une accélération de la température moyenne, de la teneur en CO2 et de la teneur en méthane, si vous voulez, de la planète. Et donc cette accélération depuis 150 ans, elle est contemporaine, le départ est contemporain du début de l'ère industrielle, qui est une des preuves, si vous voulez, de l'impact de l'homme sur ce changement climatique. Et ceux qui disent le soleil, il a des périodes aussi que l'on connaît, qui sont de 7, 11 ans, et ce sont des périodes courtes qui n'impactent pas. Et juste une parenthèse pour comprendre la complexité du problème, c'est qu'il y a quelques années, on avait trouvé le trou dans la couche d'ozone. Mais c'était l'ozone stratosphérique, ce n'est pas l'ozone dont on parle, qui est au sol. L'ozone stratosphérique arrête les rayons nocifs du Soleil, les rayons UV nocifs du Soleil. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une passoire là tout d'un coup et on allait recevoir, ça se passait au-dessus de l'Antarctique, au pôle sud, qu'on allait recevoir des rayons ultraviolets nocifs. On a identifié le coupable, les CFC, et on a demandé à 5-6 grosses entreprises de la chimie du monde de prendre des dispositions, trouver des substitutions qui ne sont pas parfaites non plus, mais en fait, le problème était cerné. Aujourd'hui, le CO2, c'est un problème. Tous et moi, on est venus ici, on a émis notre quantité de CO2, donc ça touche l'ensemble de l'humanité. Donc là, quand on parle de réduction, on fait appel à l'ensemble de l'humanité, donc c'est un problème qui est un peu plus complexe, si vous voulez, que ce qu'avait été le trou dans la couche d'ozone, parce qu'on me pose souvent la question. Alors, il faut ajouter, Jean-Louis, que le trou dans la couche d'ozone est en train de se combler progressivement. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça résulte des accords de Montréal
qui ont eu lieu dans fin des années 80, où 129 pays ont signé un accord anti-CFC. L'industrie a énormément résisté, évidemment. Ils ont trouvé du remplacement. Et le trou est en train de se combler. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, comme ça. je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi des messages d'espoir à faire passer. Et quand les pays s'y mettent ensemble, c'est pourquoi j'ai parlé de cette alliance internationale pour le solaire qui s'est créée à Paris au moment de la COP21 sur la recommandation du Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. C'est un espoir aussi. Donc pour le trou dans la cogézone, il n'est pas encore bouché, mais il le sera en 2050, 2060 complètement. Donc on peut faire quelque chose. Il y avait une question tout au fond de la salle, oui. Non, derrière vous, s'il vous plaît, l'un des derniers rangs. Merci. Bonjour, Pierre-Olivier, élève en classe préparatoire. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables utilisent dans leur grande majorité ce que nous appelons des terres rares et dont on parle malheureusement trop peu dans les médias. Les terres rares sont génératrices d'enjeux sociaux et surtout environnementaux dans les écosystèmes des pays producteurs, à savoir à 97% la Chine. À titre d'exemple, selon l'OMS, les villages entourant une usine de production de terres rares près de Baotou en Chine, la radioactivité mesurée dans ces villages était 32 fois supérieure à la normale, alors qu'elle était de 14 à Tchernobyl, juste en termes de comparaison. Donc ma question est simple, pensez-vous que les énergies renouvelables utilisant les terres rares soient réellement soutenables en raison des enjeux géopolitiques, sociaux et surtout environnementaux qu'elles engendrent au niveau des pays producteurs? Il ne s'agit pas de toutes les énergies renouvelables quand même. Non. Hein. Et par ailleurs, les terres rares sont utilisées aussi dans d'autres secteurs. Bien sûr, le téléphone. Le téléphone notamment. Notamment l'électronique. Petite correction, il n'y a pas que la Chine, il y a maintenant la Corée du Nord. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est vrai. C'est la Corée du Nord qui a les ressources les plus importantes de terres rares au monde. Donc ils vont jouer aussi sur cette stratégie sur le plan géopolitique. Mais donc, moi, je réponds à votre question de manière assez simple, et François y a presque répondu, c'est qu'il y a quelques utilisations de terres rares dans les énergies renouvelables, mais pas dans toutes. Mais par contre, dans les téléphones qu'on a tous dans nos poches, là, il y a énormément d'usage de terres rares. Il faudra réfléchir à des économies de terres rares et aux problèmes politiques que ça pose de l'approvisionnement. Merci. Oui ? On va vous faire porter un micro, s'il vous plaît. Mademoiselle, merci. On m'entend? Oui. Ça marche. Oui, on parlait donc de la COP21, de la transition énergétique, etc. Donc les États qui se réunissent, qui cherchent des solutions. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de bénéfices à cette transition énergétique, ou qui peuvent en avoir, mais qui sont quand même bien moindres. À savoir, pour les citer, donner des exemples, Total, British Petroleum ou ExxonMobil. Alors ma question, elle est simple. C'est est-ce que vous pensez que les gouvernements de tout pays auront les épaules pour justement s'opposer à ces entreprises qui forcément mettent de manière plus ou moins cachée des oppositions à cette transition? Alors on n'a pas de représentants de Total et ni d'aucun pétrolier. C'est une question intéressante que vous posez. Au fond, est-ce que le monde de l'entreprise peut s'adapter et finalement continuer à fonctionner? Jean-Bernard Lévy, vous êtes à la tête d'une grande entreprise justement. Comment vous voyez cette interaction entre la règle et le profit et la transformation progressive qui s'opère quand même malgré tout dans le business? Eh bien, je dirais par deux facteurs qui me paraissent essentiels, l'opinion publique et le prix du carbone. Alors les deux sont liés, on peut dire que l'opinion publique va faire en sorte qu'il y ait un prix du carbone qui petit à petit émerge. Mais l'opinion publique pour les entreprises joue un rôle majeur. Total est sorti du charbon à cause de l'opinion publique. Et oui, l'opinion publique par l'effet qu'elle a sur les régulateurs, sur les politiques. Et il y a aujourd'hui une prise de conscience d'un certain nombre d'entreprises que les choses ne seront plus jamais comme avant parce qu'il y a une pression de l'opinion publique sur ces sujets qui sont liés à notre environnement en général, pas simplement au réchauffement climatique. On parlait des terres rares, on peut parler vous avez parlé de la pollution de l'eau, enfin, d'une façon générale, pour les entreprises, quelles qu'elles soient, la responsabilité sociale, la préoccupation environnementale, ce ne sont pas des mots vains, ce sont des vrais sujets et les entreprises sont devenues, et ce n'était sûrement pas le cas
avec cette ampleur il y a 10 ou 30 ou 50 ans, sont devenus très sensibles à ces thèmes-là. Mais vous Ça, pensez mon premier point. que cette pression-là, c'est la pression de l'opinion publique, elle est plus forte que celle qui était évoquée par notre interlocuteur, qui est celle des États? Et les États mettent en place, et ça m'amène à mon deuxième sujet, qui est le prix du CO2, mais les États mettent en place des régulations, des fiscalités, des normes environnementales. Regardez la manière dont la chimie fonctionne. On a parlé du CFC. Les entreprises, petit à petit, eh bien, elles ont appliqué les accords de Montréal sur le CFC, qui ont été passés il y a maintenant quelques temps, et qui montrent que ça fonctionne. Et donc, les entreprises ne peuvent pas durablement croire qu'elles sont au-dessus de... Non, l'opinion publique qui se traduit aussi par, évidemment, les décisions qui sont prises par les États, par les régulateurs. Et aujourd'hui, ceci m'amène à mon deuxième point, le CO2. Le CO2, ça va bouger, parce que derrière, les opinions publiques le demandent, que les entreprises voient bien que c'est aussi pour certaines d'entre elles, évidemment, des nouveaux marchés. Et le CO2, c'est un peu le grand absent de la COP21, puisqu'il avait été décidé que les deux thèmes principaux de la COP21 seraient les engagements d'émissions de CO2 sur le réchauffement climatique et les montants qui sont mis par les pays du Nord vers les pays du Sud pour leur permettre de s'adapter. Mais le troisième sujet, c'est va-t-on, comme par exemple Jean Tirole le dit clairement, il n'est pas le seul, va-t-on vers des prix du CO2 beaucoup plus incitatifs et convergents dans la durée, sachant qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir le même prix du CO2 en Suède, 100 € de la tonne de CO2 prescrite, qui est un pays qui veut montrer l'exemple sur le CO2, et puis dans des pays, je ne sais pas, qui aujourd'hui vivent essentiellement de ressources fossiles. Donc il faut admettre que ceci va prendre du temps, mais évidemment le prix du CO2... Alors je voudrais juste terminer en disant, les entreprises en sont tellement conscientes que vous avez aujourd'hui des groupes d'entreprises. Certaines des entreprises que monsieur a citées n'en font pas partie, mais certaines en font partie. EDF en fait partie. Des groupes d'entreprises qui militent pour qu'il y ait un prix du CO2 réellement incitatif à ce que l'ordre de mérite des différentes énergies change. Le prix du CO2 fera que, s'il est suffisamment élevé, qu'il est plus économique de développer des énergies renouvelables, ou peut-être du gaz, que beaucoup voient comme une énergie de transition, parce qu'elle est fossile, mais elle est moins émettrice de CO2 que le charbon ou le pétrole, par rapport justement au charbon et au pétrole, qui seront beaucoup plus pénalisés si le prix de CO2 est suffisant, et qui perdront leur place éminente aujourd'hui dans les ordres de mérite des différentes énergies, et qui tomberont, il faut l'espérer, à la dernière place. On va prendre une dernière question et puis après on demandera à nos trois intervenants quelques mots de conclusion. Oui, je vois une main qui se lève là-bas. Oui, quelqu'un fait un signe là depuis longtemps. On va prendre les deux questions consécutives. Oui, bonjour. Merci pour ces conversations très intéressantes. Donc, je me présente Benjamin Roux. J'ai une petite question concernant vraiment tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Premièrement, je ne peux pas m'empêcher de penser que est-ce que les énergies qui sont 100% vertes aujourd'hui sont-elles vraiment 100% vertes ? Même si j'espère qu'elles prendront de plus en plus la place. Je ne peux pas m'empêcher de voir quand je regarde une éolienne du plastique, quand je vois une voiture électrique du lithium, qui sont des choses très coûteuses au niveau des ressources naturelles. Et est-ce qu'une vie occidentale peut être possible dans un monde prochain avec son coût en CO2, avec son coût énergétique, avec son coût au niveau de la nature, en sachant qu'on est fort raccroché, rien qu'avec le plastique, au modèle basé sur les énergies fossiles. Voilà, merci. On va prendre la question de la demoiselle, le dernier rang, là, tout dernier rang, s'il vous plaît. Et puis nos interlocuteurs vont répondre tout en faisant leur conclusion. Désolé, malheureusement, il y avait beaucoup d'autres bras qui se levaient, mais le temps nous presse. Mademoiselle. Bonjour, donc je suis étudiante en droit des énergies. Moi, Monsieur Joël de Rosnay a parlé justement de scénarios 100% de renouvelables d'ici 2035, 2040, 2050. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on n'a pas parlé de celle de l'ADEME qui a été publiée il y a quelques mois et qui a été honteusement écartée justement d'une conférence pour des raisons obscures, des lobbies nucléaires. Donc, je voudrais rappeler que c'est une énergie peut-être décarbonée, mais pas renouvelable. Donc, moi, ma question là-dessus, c'est que... c'est pas du tout polémique, c'est est-ce que d'ici 2050, ce scénario est faisable, pas qu'en France, à travers le monde,
sachant nos difficultés de stockage de l'énergie et d'autres difficultés liées à l'intermittence des énergies renouvelables, sachant qu'on est en période de transition et que cette étude annonce plutôt une rupture avec les énergies fossiles. Voilà, j'ai fait vite. On n'en connaît pas le détail exactement, mais vous parlez du scénario de l'ADEME. Je peux apporter une précision. Juste une précision avant de conclure. Juste une précision. L'ADEME a fait un scénario et n'a pas fait une prédiction. L'ADEME a fait un scénario du mix énergétique fondé sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire les énergies alternatives intermittentes compensées par des énergies permanentes, un mix énergétique distribué par des grilles intelligentes, des économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Et ils ont dit que la France, en 2050, pourrait être à 100% en énergie renouvelable. 100%. C'est un scénario, ce n'est pas une prédiction. Elle est fondée sur des hypothèses de plusieurs scientifiques qui se sont réunis pour construire des scénarios. Nous, on fait ça tout le temps comme prospectivistes, c'est notre métier. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité vers laquelle on va. Il y a des tas d'enjeux à prendre en considération. Et juste une seconde pour répondre à la question. Vraiment brièvement, Joël, parce que le temps nous presse et il va rester 1 minute à chacun d'entre vous pour conclure. On va écouter Jean-Louis d'abord, Jean-Bernard ensuite, et Joël aura le mot de la fin. Et tout en répondant aux 2 questions. Oui. Enfin, je pense que pour mademoiselle Joël, vous avez répondu. Il nous reste la question de monsieur sur, au fond, les énergies vertes, le sont-elles vraiment? Vous voulez que je fasse la conclusion? Oui. Pardonnez-moi, mes directives étaient peut-être un peu confuses. Si vous pouviez à la fois conclure et répondre à monsieur, ça serait formidable. Je vais répondre rapidement en biologiste alors. Nous sommes sortis de l'écosystème Terre. Je vous explique rapidement ce que c'est. Il y a la production primaire, c'est le soleil, le vert, le pigment de chlorophylle qui a permis à la vie d'exister, qui existe sur Terre, qui existe sur les océans, la végétation. Donc c'est ce qui est le creuset de la vie, c'est ça, la production primaire. Ensuite, il y a les consommateurs. C'est dans la nature, hein. Les consommateurs, ils sont végétariens, ils sont carnivores. Il y a d'ailleurs de plus en plus de végétariens et c'est pas très bon pour de carnivores, c'est pas très bon pour le climat. Et puis vous avez le 3e, ce sont les recycleurs. Les recycleurs dans la nature, c'est les carnivores, c'est les vautours, et puis c'est des milliards de bactéries qui travaillent jour et nuit, les jours fériés, sans arrêt, en permanence, qui recyclent tout ça, qui en font de la matière minérale, qui va revenir dans la production primaire, et etc. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'écosystème Terre qui fonctionnait avant que nous arrivions. Et l'homme est ce mutant surdoué, l'homme qui invente des outils d'une puissance colossale, et la nature, elle ne peut pas suivre. Elle vit comme avant. Vous n'avez jamais vu un goéland avec un GPS, si vous voulez. Nous, on invente une multitude d'outils, il nous faut une multitude de choses, on est devenus des consommateurs. On est sorti de l'écosystème Terre d'origine. Alors il faut qu'on soit... Bon, la production primaire, il faut la faciliter. Il y a un projet intéressant de 4 pour 1000 qui est poussé par la France pour les agriculteurs. Refaire du vert, il faut faire du vert. Pas des politiques, mais des verts de pigments de chlorophylle. Il faut verdir, c'est ça qui capte le gaz carbonique. Nous devons être des consommateurs intelligents. On a du pouvoir dans les choix de nos consommations. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse d'énormes progrès en recyclage. Et ça s'appelle l'économie circulaire, c'est entamé, et je trouve que c'est une définition remarquable de revenir au fonctionnement de l'écosystème Terre. Merci à vous. Jean-Bernard, un mot de conclusion. Joël, un mot de conclusion, s'il vous plaît. Je n'arriverai pas à retrouver le même lyrisme. Non, il a un côté Gad Elmaleh aussi. Hein. Non, je dis, vous avez beaucoup d'éloquence et vous êtes assez drôle de surcroît. Mais on vous fait confiance. Je répondrai en 10 secondes à la première question. Oui, il faut se préoccuper du véritable contenu des énergies renouvelables. Il ne faut pas dire que parce qu'elles sont renouvelables, parce que le vent, le soleil, etc., il n'y a pas derrière des matériaux, etc., des usines qui... Et donc il faut s'en préoccuper, et je crois que beaucoup s'en préoccupent. Sur l'ADEME, je dirais la même chose que ce que Joël de René a dit. Je crois que l'ADEME a plutôt décrit les conditions qui permettraient d'aboutir à un certain scénario, sans dire que ce scénario a une probabilité précise de se réaliser. Que faudrait-il imaginer dans un pays comme la France pour qu'en 2050, environ, on ne sait pas très bien, on puisse aboutir à
aux équilibres dans les énergies renouvelables. Ça nous interpelle, ça nous questionne, c'est intéressant. Chacun peut imaginer, est-ce que c'est réaliste que ceci? Est-ce que c'est réaliste que... Voilà. Je crois que c'est une interpellation pour moi plus qu'une véritable prospective, comme disait Joël de René. Et peut-être simplement pour terminer en 30 secondes par rapport aux autres questions, je voudrais juste dire un mot sur un thème qui me paraît important. C'est celui tout simplement de notre rôle de citoyen. Je voudrais quand même rappeler que nos consommations restent très importantes, qu'il n'est pas dit que nous saurons arriver à l'objectif 2 degrés si nous ne changeons pas dramatiquement, drastiquement de comportement. Merci à vous. Alors, une réponse rapide à monsieur et une phrase de conclusion. Sur les énergies vertes, monsieur, il va falloir tenir compte de ce qu'on appelle le bilan énergétique. Et aujourd'hui, grâce aux outils numériques, aux capteurs, aux big data, c'est-à-dire à la collection d'une quantité de données, on peut simuler des situations possibles et analyser des bilans énergétiques qui permettent de décider si telle énergie, combinée ou non, est meilleure qu'une autre. La phrase que je voulais utiliser en terminant, c'est un mariage. Un beau mariage, j'espère. C'est le mariage de l'énergétique, du numérique et des éco-citoyens connectés. C'est-à-dire que l'énergétique et le numérique peuvent se réguler l'un par rapport à l'autre, et les éco-citoyens connectés sont en définitive les acteurs du changement et du passage, parce que c'est le grand sujet, le réchauffement climatique bien sûr, mais le changement de type de société dans lequel nous vivons. Merci à vous. Je crois qu'on peut applaudir nos trois intervenants. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débat. J'espère qu'il a répondu à vos questions. C'était un plaisir en tout cas de l'animer. Bonne soirée à tous. On me demande de vous dire qu'il faut maintenant sortir de la salle parce qu'il y a un autre débat qui se prépare. Merci à vous.